Bienvenue dans le 56cast numéro 99, c'est l'Einsteinium-cast. Vas-y, non, t'as promis que tu expliquais. Voilà. Les atomes, je crois qu'on va arrêter, sérieux. Non, c'est bon. C'est bien pourtant. Non. Non, mais l'Einsteinium-cast. Au moins, on connaît la racine, tu vois, c'est pas... Bref. L'Einsteinium, c'est donc un atome avec 99 protons qui, dans des conditions normales de température et de pression, est un métal blanc argenté. J'aimerais bien en voir. Il a été découvert en 1952 par Albert Guerceau. Il a été récupéré dans les débris résultant d'une explosion nucléaire. Si c'est pas un élément qui a un peu la classe, ça. En fait, c'était... si tant est qu'une explosion thermonucléaire est classe. C'était le test Heavy Mike. En fait, c'est la première bombe H qui a explosé sur un atoll du Pacifique. On a des vidéos de ce truc-là. Et après, on a cherché, on a trouvé deux éléments. Alors, je crois qu'il y a le fermium et puis l'Einsteinium. Voilà. Voilà. Au revoir. Et pendant qu'on en est aux explosions thermonucléaires, en fait, aujourd'hui, on va parler du futur. On va parler du travail dans le futur. On va parler des robots dans le futur avec nos deux invités. Attention, Anna Dame, bonjour. Bonjour Camille. Et Norbert Merjanian, bonjour. Bonjour Camille. Alors, en fait, vous allez nous parler. D'abord, on va faire un petit truc comme ça où il y aura marqué quartier libre. Vous allez nous parler du recueil de nouvelles qui s'appelle Au bal des actifs et qui est là. C'est un gros pavé, c'est super. Au bal des actifs, demain le travail. En fait, le pitch, si j'ai bien compris, c'est 12 nouvelles de science-fiction par des grands noms de la science-fiction française sur le monde du travail demain. Donc toi, Anne, tu as piloté en fait le recueil, c'est toi qui as eu l'idée et c'est toi qui as tout chapeauté, c'est toi la chef. Chef du travail de demain, c'est bien. Là, je croise les bras, pas l'air sérieux. Et Norbert, tu as fait une des nouvelles dedans qui s'appelle Coev 2051. Et pas 2015 comme il y a marqué dans le sommaire, parce que 2015 le futur, non. 2051, oui. C'est l'une des plus grosses nouvelles et c'est assez chouette parce que c'est... Enfin, on en parlera après. Donc c'est super comme idée de réunir des auteurs de SF sur le travail demain, parce qu'il n'y a pas plus à la mode comme grand sujet de société que le travail. Tout le monde en parle tout le temps, alors que ce soit avec l'ubérisation, la loi El Khomri. Tous les candidats à la présidentielle ont des idées de ouf du genre supprimer les 35 heures pour les uns, faire un revenu universel pour qu'on arrête de travailler obligatoirement pour les autres. Comment c'est venu cette idée d'amener ça dans la science-fiction? Comment c'est venu? Effectivement, le travail, c'est un sujet dont on peut pas passer à côté en ce moment, et depuis quelques années déjà. Donc c'est vrai que pour moi et pour la Volte, la maison d'édition qui sort le recueil, la science-fiction a cette mission en tout cas de défricher les futurs possibles, nos devenirs possibles, que ce soit au travers de différents sujets. Donc là, le travail, c'était juste parfait. Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai un peu tanné Mathias Echner, le fondateur de la Volte, pendant 1 ou 2 ans pour qu'on fasse ce recueil sur le travail. Et puis un jour, il m'a dit oui. Et voilà, l'idée c'était vraiment d'interroger 12 auteurs, un certain nombre d'auteurs de science-fiction pour voir au travers de leurs yeux la manière dont ils percevaient les évolutions possibles du travail. Et ça a donné lieu donc à ce recueil. C'est vrai que la science-fiction, d'une manière générale, est un genre très politique, qui interroge l'avenir à partir du présent. Mais est-ce que c'est courant, parce que moi je suis assez surpris, d'avoir une question finalement qui est super ancrée dans l'actualité et de la projeter presque, j'allais dire artificiellement, mais voilà, on prend une question d'actualité et on la projette. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la science-fiction. J'ai envie de répondre des choses, mais est-ce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup? J'aurais du mal à dire. Je pense que les auteurs individuellement traitent assez régulièrement de sujets politiques ou d'actualité. Après, pour la Volte avait déjà sorti un recueil il y a quelques années sur les nouvelles technologies. C'était Souriez, vous êtes géré, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc sur la manière, Big Brother, les nouvelles techno nous observe, la surveillance, exactement. Ce qui paraît plus compatible avec la science-fiction, parce que c'est déjà des choses où on a l'impression parfois d'être dans la science-fiction aujourd'hui, mais c'est vrai que le travail, c'est un peu un thème politique. Le travail, je pense qu'on le vit tous, c'est pour ça. D'ailleurs, à la base, lorsqu'on a lancé le recueil avec Mathias, on s'est demandé si on allait vraiment cibler, faire un sujet particulier sur le travail, si on devait poser une définition particulière du travail pour orienter les auteurs. On a aussi voulu faire des séances de travail avec différents universitaires, philosophes et les auteurs. Et finalement, on a laissé champ libre parce que le travail, c'est tellement présent, déjà naturellement dans nos vies, ça structure notre vie, ça la déstructure quand ça se passe pas bien. C'est tellement présent, tout le monde a une expérience, tout le monde a quelque chose à dire.
Donc très naturellement, le travail est venu s'est imposé. Effectivement, ça tombe pile poil aujourd'hui quand on voit ce qui se passe cette année en 2017. Déjà en 2015, c'était comme ça, c'était déjà le cas. Et alors finalement, est-ce que vous avez défini un cadre sur la définition du travail ou juste... Non. On a essayé, et justement, mais ça pose tout de suite une question, c'est que précisément tout le monde parle de travail sans définir ce dont on parle. Et la plupart, le discours mainstream, c'est l'emploi en réalité, c'est pas le travail. Et précisément dans les projections qu'on fait, le travail reprend des libertés par rapport à la définition stricte du salariat et de l'emploi. Et pour revenir à la question sur la science-fiction, il y a aussi un impact extrêmement fort des technologies aujourd'hui sur le travail. Et des technologies, aussi bien dans l'usage permanent qu'on a, le fait de bosser sur des smartphones, ou les technologies, les algorithmes dans l'intelligence artificielle qui modifient les organisations du travail et durablement à l'avenir. Donc c'était totalement naturel que des auteurs de science-fiction s'emparent de ce sujet. C'est vrai que c'est une idée qui semble naturelle une fois qu'on l'a devant les yeux. C'est ça, on se dit, mais aujourd'hui on est en début 2017 et on a l'impression de faire face, notamment pour la campagne présidentielle qui arrive en France et puis pour des questionnements aussi qui sont là aux États-Unis, on a vraiment l'impression de faire face à des questionnements d'anticipation, des questionnements de science-fiction sur la fin du travail parce que tout est robotisé. Enfin, on arrive il y a énormément d'auteurs de science-fiction qui ont exploré cette possibilité-là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il n'y a plus cet emploi salarié, justement? Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et finalement, la science-fiction est aussi là pour donner des pistes de réflexion. Est-ce que c'est aussi un des rôles? Je pense, c'est vrai qu'au travers du recueil, on va explorer différents sujets. Il y a une nouvelle techno, il y a aussi le droit des femmes et travail, il y a aussi les nouvelles techniques de management, il y a plusieurs sujets qui sont explorés. Voir un petit peu ce que ça peut devenir dans le pire comme dans le meilleur des mondes possibles. Alors, surtout le pire des mondes possibles, parce qu'au final, les auteurs, étrangement, on voulait des choses positives des fois, mais finalement, ils ont surtout écrit des choses plutôt négatives, je veux dire ça comme ça. Et oui, clairement, je pense que la SF est là pour... Il y a des pistes, il y a toujours des petites pistes d'espoir, de lumière qui surgissent comme ça, et voilà, qu'il faut saisir. Dans la nouvelle de Norbert, justement, on a une fin... À ouverture. À ouverture. À ouverture. Mais oui, clairement, chaque nouvelle donne son interprétation des choses demain. Souvent, ça ressemble déjà beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui et donne des manières possibles d'être, d'exister différemment en restant humain dans un monde qui devient de moins en moins humain finalement au travers de tout ce qu'on a évoqué. Donc, il y a 12 nouvelles, il y en a combien d'à peu près positives? Aucune, voilà, ça c'est fait. Il y en a 3 avec des ouvertures positives. Ouais, voilà, moi je dirais ça comme ça. Je crois qu'il y en a 3. Ouais, non, sérieusement, on nous a souvent dit, pour ceux qui ont commencé à lire le livre, que c'était oppressant. Bon, alors, cela dit, les auteurs de science-fiction écrivent très souvent, c'est des gens assez parano, qui ont tendance à aller chercher systématiquement les contraintes, les endroits où la société pour les catastrophes. Ouais, ou même les évolutions, par exemple le soft power, c'est pas une catastrophe. C'est beaucoup plus instillé dans la société, mais ça amène. Voilà. Donc il y a cette vision dystopique. Ben c'est le passage du totalitarisme dur à une forme de pouvoir et de contrôle beaucoup plus diffus dans la société. C'est Chomsky à Google en fait. Voilà, exactement. Si on peut résumer. Voilà, c'est parfait. C'est ça. Comment vous avez trouvé les auteurs? Est-ce que vous êtes allé les chercher? Est-ce qu'ils sont venus? À la base, on a fouetté. Comment on a fait pour chercher les auteurs? On a fait un appel à texte. On est parti sur les auteurs de la Volte habituelle. C'est vrai que la Volte a ses auteurs, je dirais, pas phares, mais habituels. Donc Norbert, par exemple. Non? Oui, moi un peu, mais assez peu. Oui, les auteurs phares de la Volte, c'est Stéphane Beauverger, Alain Damasio, Léo Henry, David Calvo. Là, il y a plusieurs auteurs qui ont rejoint l'équipe de base. Et puis il y a aussi un collectif qui s'appelle Zanzibar, qui est un collectif qui s'est créé il y a 2 ans maintenant, à peu près, 1 an et demi, et dont l'objectif, donc un collectif d'auteurs SF. Alors, on ne peut pas les nommer parce que voilà. C'est collectif. Voilà, moi j'en fais partie, mais disons que il y a certains qui veulent pas qu'on les nomme, donc on les nommera pas. Mais on peut, voilà, qu'il y a un site et l'idée c'est de désincarcérer le futur. Donc très brièvement, l'idée c'est
on nous déroule un discours sur le futur probable, qui est quasiment toujours le même, qui est un discours créé par des agences de prospective, par des agences gouvernementales, etc., etc. Et voilà, exactement. Et donc, nous, notre métier, c'est d'anticiper. Par exemple, c'est le fait qu'il n'y a qu'un discours réaliste et que le seul discours réaliste, c'est de contraindre les budgets publics. Parce que l'endettement public est une chose qui est indépassable. Voilà. Et dans le même temps, on arrive à refinancer les banques à hauteur de 4 points de PIB avec des financements publics. Donc on est sur du discours quasi propagandaire, un discours uniforme, conforme, et nous on est des auteurs, on passe notre temps à imaginer les possibles, à réouvrir les fenêtres, à montrer sans arrêt que il n'y a absolument pas d'univers contraint, que ça nous appartient, et donc voilà, on a créé ce collectif pour ça. Et c'est là-dessus où finalement c'est la réflexion même et l'objet même de ce livre semble particulièrement d'actualité là maintenant, c'est que on est, moi j'ai, en tout cas c'est un sentiment, je ne sais pas si les partager, mais pour une fois, en tout cas il y a des débats qui sont posés aujourd'hui au niveau politique, qui sortent un peu de ce There is no alternative, on pose des questions, en tout cas en fonction de l'échiquier politique dans lesquels se placent les propositions, on va d'augmentation de la durée du travail au revenu universel, donc on est aussi dans un moment où se posent des questions ouvertes, et c'est vrai que là on arrive avec des questions de science-fiction et c'est quasi parfait, quoi. Pour nous, c'est que ça arrive au bon moment, et puis comme dit, c'est vrai, c'est ouvert, c'est que ça c'est une première brique, et l'idée c'est de générer une discussion, un débat avec différents acteurs autour du travail. Donc c'est vrai que par exemple on discute pas mal avec Mathilde Larère, avec l'association Le Temps des Lilas, avec des universitaires comme Laurent Cordonnier d'ailleurs, qui est des économistes atterrés, qui a sorti aussi un livre de science-fiction il y a 2 ans, La liquidation. Enfin voilà, diverses personnes comme ça avec qui on souhaite poser, ouvrir le débat avec de nouveaux scénarios, d'autres scénarios possibles autour du travail demain. Et ouais, vas-y. Sachant que la science-fiction est régulièrement sollicitée par des entreprises dans le domaine de l'énergie, on va dire là où il y a de la physique dure, et beaucoup moins par les sciences humaines, sauf depuis 1 ou 2 ans en France. Et nous, on souhaite cet échange, on souhaite ce débat, parce que on s'est rendu compte à l'usage, justement, dans d'autres domaines, que c'était extrêmement fertile. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une époque, on le voit avec la Silicon Valley, où la science-fiction sert énormément de prophéties autoréalisatrices. Quand on voit les budgets monstrueux qui sont attribués à la réalité virtuelle, à l'intelligence artificielle, au voyage sur Mars, qui sont pratiquement que des thématiques issues de la science-fiction, et parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui milliardaires et qui sont un peu fanats de ces thématiques, investissent dans ces et de science-fiction, et ils investissent dans ces directions-là parce que ça a été défriché en fait. C'est pratiquement une inversion des rôles en fait. Oui, moi j'ai tendance à dire que les GAFA, les patrons des GAFA, etc. sont imprégnés de la SF à la papa et un peu du cyberpunk des années 80-90. C'est pour ça qu'ils sont transhumanistes, et que nous on donne les clés à tout le monde, à tous les autres, en créant la science-fiction actuelle pour éviter que ce soit ces univers-là qui arrivent. Ouais, voilà. D'où l'impérieuse nécessité de proposer d'autres univers dans la SF. Voilà. Exactement. Alors j'ai lu la première nouvelle par exemple qui est un petit peu déprimante et à la fois très drôle, qui s'appelle Pas le mal, donc c'est une nouvelle de Catherine Dufour. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui a bac+6 je crois, et qui se retrouve inscrite à Flex Emploi, qui en fait est l'évolution de Pôle Emploi version on pousse à fond le discours ambiant de la flexibilité du travail. Donc elle fait des micro-missions de quelques heures, de 24 heures, du style, alors des missions à la con, écrire des commentaires élogieux sur un site de vin, faire des vidéos d'ASMR dont on avait parlé, là, le truc qui chatouille les tympans, écouter une personne âgée raconter sa vie au téléphone, ou louer un de ses reins aussi, tant qu'on y est. Et en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est que, alors je sais pas si toutes les autres nouvelles sont comme ça, en tout cas la tienne a l'air d'être un petit peu dans la même temporalité Black Mirror, c'est-à-dire une anticipation assez proche pour qu'on voit déjà toutes les composantes de base aujourd'hui. Il suffit juste de pousser un petit peu ce qui existe aujourd'hui pour qu'on soit là-dedans. C'est pas très loin. Enfin, la tienne, elle se passe en 2051 et on y croit, quoi.
Oui, c'est-à-dire que c'était un peu l'enjeu du recueil, c'est-à-dire de faire une anticipation, mais pas une anticipation. Moi, j'ai l'habitude d'écrire des futurs à 1000 ou 2000 ans. Raccrocher pour un lecteur, c'est plus compliqué. Là, on a vraiment voulu faire des anticipations à une trentaine d'années. Et en même temps en restant extrêmement, en se laissant tous les possibles ouverts. Il y a certaines nouvelles qui vont assez loin là-dessus. Le pitch de la nouvelle à toi, sans spoiler. Le pitch, c'est un SDF trader qui s'appelle Gans Or et qui trouve un chat. Ça, c'est très important, le chat. Et c'est un chat qui est issu de technologie, de recherche de technologie, et qui va rencontrer une femme, mais alors là je vais spoiler quand même un peu, une femme qui va inventer, qui va faire une invention radicale autour de la monnaie. Voilà. Donc c'est vrai que ça parle monnaie virtuelle, monnaie locale, ça parle aussi beaucoup évaluation via les nouvelles techno, parce que décidément c'est un terme incontournable, mais c'est vrai que Norbert dans sa nouvelle il réussit, enfin à mon sens en tout cas, mais à avoir une vision 360 un peu sur tout ce qui se passe aujourd'hui, tous un peu ces signaux faibles, il les tire et il en fait une histoire avec des personnages qu'il met en scène et voilà, on sent ce futur qui arrive, on se met à la place des personnages et voilà, c'est la grande force de la SF pour le coup, c'est le futur mais du point de vue du vivant, de l'humain. Enfin voilà, je pense que donc l'inventrice s'appelle Vera Kamienka, elle a aujourd'hui je pense 16-17 ans parce que nécessairement elle existe et je crois que je l'ai croisée à Marseille, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Et il y a une invention aussi qui est créée par un géant dans les années 2030, un géant, une espèce de GAFA futur qui s'appelle Dastan Akerlan et sa société s'appelle Coev et en fait tous les gens se coévaluent, mais de façon extrêmement beaucoup plus poussée et facile, aisée que dans Black Mirror. On se coévalue sans arrêt, on coévalue les instants, les gens, les lieux. On pourrait coévaluer par exemple exactement le moment qu'on est en train de vivre. Et ces coévaluations génèrent absolument tout le système de valeurs de la société qui est derrière. La société de la notation qui est... Quel est le slogan? C'est la coévaluation permet la coévolution? C'est Coev, la confidence sociale par exemple. C'est-à-dire la confidence, ça devient un mot générique. C'est-à-dire l'idée que une bonne coopération passe par une bonne coévaluation. Voilà, c'est tout simple. Et que co-évaluer, c'est co-évoluer. Ouais, c'est ça. Pauvertus partage. En tout cas, pour tous ceux qui ont pensé que le premier épisode de la saison 3 de Black Mirror partait d'une bonne idée, mais c'était tout pourri, c'était con, et l'idée était franchement pas poussée par rapport aux saisons précédentes, lisez cette nouvelle à la place, là, c'est pensé. C'est vrai que ça fait aussi partie de tout ce qui est intéressant là-dedans. C'est aujourd'hui, on nous propose ça, on se dit non mais personne va tomber dans le panneau, l'humanité va résister à ce genre de proposition. Et en même temps, quand on regarde il y a 10 ans, est-ce qu'on nous aurait proposé il y a 10 ans le monde d'aujourd'hui où avec notre téléphone il est tracé 24 heures sur 24 et Google sait où on se trouve à n'importe quel endroit, n'importe quand par défaut, on aurait dit mais on va jamais arriver là. Et sauf qu'on y est. Personne ne peut résister à l'idée de co-évaluer puisque c'est ce qu'on fait mentalement sans arrêt en réalité. Là simplement c'est quantifié, il y a des algorithmes qui permettent de le faire de façon extrêmement simple. Sachant que la start-up qui avait fait scandale en octobre 2015 qui s'appelait People, c'était une start-up lancée par deux nanas dans la Silicon Valley et en fait proposait de noter les gens sur 5 sur 3 critères romantiques, professionnels et personnels je crois. Et en fait ça avait... Et en fait, on pouvait noter n'importe qui, il suffisait de rentrer le numéro de portable, en fait. Et seules les évaluations positives, parce que tu comprends, les évaluations positives étaient rendues publiques. Et en fait, ça a fait un tel tollé qu'elles ont été obligées de rétro-pédaler. L'application est sortie 6 mois plus tard, mais en fait, on ne pouvait plus noter que les gens inscrits sur le service. Donc, du coup, personne... Je n'ai plus jamais entendu parler. Mais on y est quand même. Enfin, il y a ces idées-là. On y est, mais ce qui est magique dans ta nouvelle, c'est que c'est la base de toute l'économie, en fait. Parce que tout est fondé là-dessus. Enfin, bref. Est-ce qu'il y a une nouvelle qui explore la possibilité qu'on ne travaille pas? Il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs nouvelles qui explorent le sujet de la fin du travail. Donc, on est dans des sociétés où le travail a disparu suite à différentes choses. Ça peut être justement la mécanisation, les robots, différents facteurs. Il y a plusieurs nouvelles.
Et à chaque fois, le travail finit par réapparaître parce qu'il reste quand même, a priori, un standard d'évaluation, de positionnement social, en fait, finalement. Et ce qui se passe de manière récurrente, je suis en train de réfléchir à mes nouvelles. Ouais, il y a quelques nouvelles comme ça où il revient parce qu'on en a besoin pour se positionner dans la société, ou alors on se rend compte que finalement il n'y a rien parce que c'est une vague, c'est juste le néant finalement en fin de compte derrière tout ça, et c'est un malin génie qui tire les ficelles et derrière c'est juste le néant. Enfin voilà, il faut découvrir, mais effectivement on a plusieurs nouvelles qui traitent de la fin du travail. Moi j'étais plutôt pour la fin du travail ce matin par exemple. Ouais. C'est au moment de me lever là ce matin, j'étais vachement pour la fin. Cela dit, voilà, ça renvoie à ce qu'on appelle la fin du travail parce qu'on est plusieurs, il y a plusieurs histoires qui parlent, par exemple, qui évoquent plusieurs auteurs spontanément, on n'a pas parlé entre nous, mais qui évoquent le revenu universel comme une évidence. Et moi j'en parle, mais le revenu universel, c'est pas du tout, et c'est bien ce que décrit d'ailleurs Gans Orr, qui fait une espèce de discours là-dessus. C'est pas du tout la fin du travail. C'est c'est la fin du travail salarié, ou en tout cas le fait de limiter le travail salarié et de libérer au contraire énormément d'autres activités qui sont également du travail. Exactement comme un pianiste quand il travaille ses arpèges. Les participations associatives, toute forme de travail, le travail domestique, le travail d'activité, exactement. Et on passe, et ça c'est vraiment un thème qu'on a vu émerger avec Alain Damasio, puisque, là je fais une toute petite digression, mais on travaille avec Alain Damasio et le collectif Zanzibar, les mêmes auteurs, sur le même sujet à la Biennale du Design de Saint-Étienne, où on a un espace d'exposition pour anticiper les mutations du travail. Et ça sera en mars, ça. C'est en mars, voilà, du 9 mars au 9 avril. Et on conclut par le fait de passer de la vision et de l'analyse du travail comme étant le laborat, c'est-à-dire le salarié contraint par le temps, contraint par tout un tas d'éléments quantitatifs, son salaire, sa valeur, voilà, déjà rien que ça, le fait de dire voilà, chacun de nous a une valeur estimée, c'est ça, c'est pas autre chose. Déjà, c'est extrêmement dur, c'est fort quand même comme message, c'est violent. À ce qu'on a appelé l'opéra, c'est-à-dire des œuvriers, des gens qui retrouvent une indépendance, donc beaucoup plus d'indépendants, beaucoup plus aussi de coopération précisément entre des gens indépendants, et une société qui libère le travail de son aspect contraint actuel. Et si on se place dans cette vision, on verra vraiment la dystopie comme étant notre monde actuel et pas le monde qui vient. La science-fiction est-elle de gauche? Voilà, bref. J'ai un sujet d'actualité j'ai choisi d'en parler aujourd'hui parce que je pense que ça va beaucoup vous inspirer, ça va super bien avec notre sujet, c'est sur l'Europe et les robots. D'abord, on va regarder une petite vidéo. Petite vidéo. Comme ça. The last thing Canadians expect is for me to come down and c'est le même du moment aux États-Unis, c'est photoshopé Trump en tout petit. Alors il y avait beaucoup de photos et là il y a Evil Ice Cream Pictures qui ont fait la version vidéo qui est très très drôle. C'est du high level un peu. Hein. Ouais. Et donc maintenant une petite actu. Puisqu'on parle SF, est-ce que vous connaissez les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov? Vous allez me dire non, j'espère quand même. Oui, donc voilà. En fait, les 3 lois, donc pour rappeler, c'était qu'un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni permettre qu'il soit exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain sauf si ça met en cause la loi 1. Voilà. Et un robot doit protéger son existence, sauf si ça met en cause les 2 autres lois avant. Eh bien, en fait, le Parlement européen vient un peu de créer ces lois de la robotique à lui. C'était jeudi 16 février. Ils ont voté, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, une considération, un avis, un truc européen. Sur le cadre qu'il faut donner à la robotique dans les pays européens. Et ils parlent justement de ces 3 lois de la robotique dans l'introduction. Je lis « Considérant qu'il y a lieu de considérer les lois d'Asimov comme s'appliquant aux concepteurs, aux fabricants et aux opérateurs de robots, étant donné que les dites lois ne peuvent être traduites en langage de programmation. » Donc il serait temps que ces 3 lois commencent à rentrer dans la tête de ceux qui font des robots, puisqu'aujourd'hui des robots, il y en a partout.
Alors la loi les mesures qu'ils aimeraient bien prendre s'appliquent donc aux véhicules autonomes, aux drones, aux robots industriels. Par exemple, ils donnent l'exemple des treilleuses automatiques ou des bras articulés pour les opérations chirurgicales, les robots de soins, les robots de divertissement, à peu près tout sauf les robots qui tirent tout seuls les armes. Et voilà, donc ils ont voté ça. Il y a une seule mesure qui n'est pas passée, je vais vous dire laquelle, et maintenant ils l'envoient à la Commission européenne en espérant qu'elle prenne des mesures. Alors par exemple, ils proposent de donner une responsabilité juridique aux robots, donc de les doter d'une personnalité électronique limitée, un petit peu comme la personnalité juridique des entreprises, qui est différente de celle des individus, d'obliger que les robots aient un régime d'assurance pour les gros robots. Et pour les soins dentaires, c'est hyper important. Et de les taxer. Et de les taxer. Alors ça, c'est la mesure qui n'est pas passée. Elle passera en France. D'ouvrir un fonds. Ouais, alors, deux secondes. Et sur la responsabilité juridique, de prévoir un fonds, en fait, pour garantir le dédommagement total des victimes en cas d'accident de voiture autonome. Parce qu'on a une grande question de qu'est-ce que doit faire une voiture autonome. Il y a des questions éthiques sur. Est-ce qu'elle doit envoyer son conducteur dans le mur ou écraser les 8 personnes qu'il y a devant, écraser le conducteur. Le fameux dilemme. Le fameux dilemme. Et tant qu'on y est, on peut aussi parler d'argent. Donc, il faut payer les gens qui auront été tués par l'algorithme de la voiture autonome. Et alors, la taxe sur les robots, effectivement, c'était une proposition de ce rapport, donc rapport qui a été chapeauté par l'eurodéputée luxembourgeoise Madi Delvaux, et elle proposait que, puisque les robots arrivent massivement sur le travail, déjà on suive dans quel secteur ils arrivent massivement et dans quel secteur ils piquent massivement des emplois aux humains, et compenser toutes les économies qui sont faites par l'arrivée des robots par une taxe robot, en fait, qui permettrait aux gens qui ont été virés de vivre et d'avoir un revenu universel de base. Et c'est une idée, alors par exemple, qui est portée en France par Benoît Hamon, qui propose une taxe robot. C'est une idée qui est aussi soutenue aux États-Unis par des gens comme Bill Gates, qui a une réflexion qui dit quand on crée 50 000 $ de richesse dans une entreprise, il n'y a pas de raison que ça soit taxé différemment, que ce soit un humain ou un robot. Donc on taxe à la même valeur et après l'argent, on le redonne aux humains. C'est-à-dire que l'équivalent d'un salaire, de la taxe sur le salaire qui serait récupéré sur le travail d'un humain doit être récupéré sur le travail d'un robot, même s'il n'est pas payé pour ça. En gros, c'est ça l'idée. Non, ça avait l'air de vous inspirer des choses. Non, oui. En fait, c'est une idée qui émerge quand même depuis assez longtemps, puisque toute l'organisation du travail depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, c'est toujours la même, c'est même avant, puisque ça avait commencé avec l'analyse scientifique du travail, c'est de partir des savoir-faire humains, d'en faire, de les systématiser, d'en faire ensuite aujourd'hui des systèmes experts et de basculer sur soit des modes d'organisation, tant qu'on n'avait pas encore technologiquement la façon de les mécaniser plus, soit évidemment les chaînes industrielles dans l'automobile par exemple, et puis dans le monde des services, avec les algorithmes maintenant, c'est de passer sur des systèmes automatiques plus rapides, qui travaillent 24 heures sur 24, etc. Ce que les banques ont fait par exemple pour le trading à haute fréquence. Voilà, c'est l'évolution, presque, ça fait quasiment, on est sur un siècle d'évolution. Et là, il y a, de ce point de vue, un retard du monde politique qui est aberrant. Pour moi, c'est pas tellement l'idée de taxer des robots, elle est excellente, Benoît Hamon a bien raison de la proposer, mais c'est plutôt les autres hommes politiques qui, par rapport à ça, sont consternants de ringardise. Enfin, je veux dire, on a l'impression, moi, parfois, j'ai l'impression qu'ils vivent dans les années 60. C'est assez courant en même temps. Voilà, peut-être aussi c'est l'âge pour certains, c'est l'âge de leur esprit mental qui est resté bloqué. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, s'il fallait une nouvelle preuve, quand on voit que l'Europe fait allusion quand même aux lois de la robotique d'Asimov, c'est comment la science-fiction a encore une fois sur ce domaine-là été cherchée très loin devant pour finalement mettre des choses qui arrivent et qui sont d'actualité une cinquantaine d'années plus tard. Ça devient vraiment la thématique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup peut-être en France, on contente beaucoup la science-fiction aux voitures volantes, aux vaisseaux spatiaux, etc. Alors qu'on a des auteurs français qui regorgent d'idées, qui essaient de se projeter demain, qui essaient d'imaginer la société, les devenirs possibles. Je suis en train de répéter ce que j'ai dit au début avec le recueil, mais c'est vrai que la science-fiction, c'est une manière de se dire qu'est-ce que je veux devenir, dans quelle société je veux vivre en fin de compte, et de proposer la réflexion, de l'ouvrir en tout cas au plus grand nombre possible. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup reproché à la science-fiction classique d'avoir fait tellement rêver
que la réalité qui a suivi est décevante. La science-fiction des années 80-90 était très dystopique et elle a prédit énormément de choses qui se concrétisent aujourd'hui, notamment dans le domaine techno, la matrice, etc., enfin le monde virtuel et le monde économique. Mais aujourd'hui, on est en train de passer d'une période où on contenait la science-fiction dans une espèce de marge de trucs pour ados mal finis, au contraire, et ça les Américains le font déjà depuis longtemps, le gouvernement américain, l'armée américaine, le monde de l'innovation utilise énormément les auteurs de la science-fiction et on le voit apparaître en France. C'est très récent, ça a juste quelques années, mais on voit apparaître cette demande des acteurs justement d'essayer de comprendre quel pourrait être le futur. Une sorte de prospective comme ça sur les années à venir. Voilà, libre. Libre et avec une innovation. C'est peut-être le mot le plus important. Libre. Exactement. En tout cas, si vous vous demandiez ce qu'est devenu cette proposition de taxe robot, ça a été rejeté par le Parlement européen à cause de la coalition de droite qui a dit que ça risquait de tuer la compétitivité et l'innovation. Voilà, mais en France, on a encore le choix. Mais en France, on a encore le choix. Mais il voulait, la rapporteure de ce rapport est contente parce que c'est une avancée, mais dit tout ce qui était nouveau, qui fâche, a été supprimé. Donc elle a l'air un peu deg quand même. Alors que pour une fois, on pouvait établir des principes à l'échelle européenne avant que les pays s'emparent des sujets chacun de leur côté, histoire qu'on est déjà en retard, mais au moins ils voulaient être un peu en avance sur leur retard, mais je crois que ce ne sera pas pour cette fois-ci. Non, encore une fois. Bon, bah, merci à vous deux pour cette discussion absolument passionnante sur le travail et la science-fiction. Donc ça sort quand ? C'est le 23 février. Le 23 février. Ouais. Donc, et c'est aux éditions. après-demain. C'est sorti. Oui, parce que c'est compliqué dans ma tête de compter plus d'une semaine, mais plus d'une semaine, on l'a passé le 23 février. Oui, C'est ça. Donc C'est sorti. Il est sorti, ça y est, c'est tout neuf. Aux éditions La Volte. C'est ça. Et on va finir évidemment par des poils. Aujourd'hui, c'est un bébé chauve-souris. Et comme il n'y a pas beaucoup de sons, je vais vous raconter l'histoire pendant qu'on regarde ce bébé chauve-souris. C'est au zoo de San Diego, aux États-Unis, et ils l'ont appelé bébé miracle. Voici son histoire. C'est une roussette de Rodrigue. C'est une espèce de chauve-souris super gravement... Mais arrête de rigoler. Super gravement menacée d'extinction parce qu'en fait, elle vit dans l'île de Rodrigue au large de Madagascar. C'est une île qui fait 110 km². C'est plus petit que l'île d'Oléron, pour vous donner une échelle. Donc, territoire très petit, très très grave danger d'extinction. Eux, ils en ont 17 aux eaux de San Diego, ils essayent de préserver l'espèce. Et le 11 janvier, en faisant leur tournée des popotes, les soigneurs ont remarqué que la maman, Patty, qui était enceinte, elle avait l'air d'avoir un problème. En fait, elle était en train d'accoucher et elle avait de grosses difficultés. Et ils ont dû faire une césarienne d'urgence. Et ils précisent quand même que c'est la première césarienne d'urgence ever dans le monde entier pour une roussette de Rodrigue. S'il vous plaît, l'exploit médical. Donc la maman n'a malheureusement pas survécu, mais ce petit bébé va bien. Ils ont dû le mettre dans un incubateur avec 75% d'humidité pour que ses ailes restent souples, sinon elle se dessèche. Il faut lui donner à manger toutes les 2 heures, sachant que quand on lui donne à manger, ça prend 3/4 d'heure. En fait, ils ont passé leur journée à ça. Et après manger, il faut lui donner un bain, donc comme vous avez vu, avec un petit coton humide, et il faut l'enrouler dans une couverture pour que ça soit comme sa maman, elle fait avec ses ailes. Comme quand on parlait du travail, le travail d'une maman... C'est pareil. Merci. Voilà, merci encore. Merci à vous. C'était super, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.